Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match pour votre rendez-vous habituel. Chaque lundi, une demi-heure pour débattre ensemble de l'actualité du Stade Brestois 29. Avec cette semaine en plateau, nos journalistes de la rédaction du Télégramme, Maël Moisan et Thierry Dillasser. Bonsoir messieurs. Salut Ludo, salut à tous. Salut Ludo, salut à tous. Et puis nous serons également en liaison avec notre confrère du journal L'Équipe, vous l'aurez reconnu, Franck Ledor. Salut Franck. Salut Ludo, salut à toutes et à tous. Alors, dans l'actu de la semaine, on évoquera évidemment la défaite du Stade Brestois hier face à Lyon, avant de se projeter sur les prochaines rencontres de championnat. Mais avant cela, on va quand même revenir sur le fait marquant de la semaine passée, avec Brest qui s'est donc fait sortir à domicile par Dunkerque en quart de finale de la Coupe de France. Est-ce la plus grosse désillusion de la saison? On va donner la parole à Franck, tiens, pour commencer. Ah, non seulement c'est la plus grosse désillusion de la saison, mais c'est la plus grosse désillusion depuis qu'Éric Roy est arrivé, je pense. Il l'a reconnu lui-même. Je crois que les joueurs aussi l'ont affirmé haut et fort, ceux qui se sont arrêtés notamment en zone mixte. C'est aussi le sentiment des supporters qu'on a pu croiser ou qu'on a pu lire notamment sur les réseaux sociaux, évidemment. Et ce pour trois raisons. Évidemment, c'était un quart de finale, le troisième simplement de l'histoire du club. Donc on espérait enfin voir le Stade Brestois dans le dernier carré. Ensuite, vous receviez une Ligue 2. Alors, certes, une très bonne équipe, mais vous receviez une Ligue 2. Et puis, évidemment, troisième point, c'est le scénario du match. Quand vous venez 2-0 au bout d'une heure de jeu sans être exceptionnel, normalement, vous avez de la marge. Ça doit passer. Et là, vous vous effondrez un petit peu de façon inexplicable. Et à l'arrivée, vous perdez ce match de façon assez incroyable. Donc oui, c'est une immense désillusion, la plus grosse de la saison. Et comme je disais, certainement même la plus grosse depuis 2 ans. Et puisque tu me tends une perche, pardon Franck, on va tout de suite écouter Éric Roy, c'était juste après la rencontre mercredi soir. Quel sentiment, déjà une énorme déception, je pense que c'est la plus grande désillusion depuis que je suis ici à Brest que je suis en train de vivre. Il est évident que par rapport au scénario, c'est quand même assez incroyable de prendre 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés dans cette fin de match. Alors qu'en plus on a eu le ballon de 3-0 avec le poteau de Ludo, mais bon après voilà, le football est parfois cruel et c'est vrai que ce soir c'est une très 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 grande désillusion. Thierry, tu étais au stade mercredi dernier, il y avait comme une forme de sidération dans les travées de Leblay après la rencontre. Ouais, c'est le mot, sidération. Je pense mais je crois que même le public est passé à côté. Tout le monde est passé à côté de l'événement ce soir-là. Il y a un truc qui s'est cassé en cours de match. Et c'est vrai que la déception était d'autant plus grande que, alors Franck a bien expliqué les enjeux de ce quart de finale, mais il y avait aussi la possibilité de prolonger le rêve après la fin de l'aventure européenne. Il y avait quelque chose à aller chercher et tout s'est arrêté vraiment très subitement. Et c'est vrai que c'était assez violent. Ce qui a peut-être été un peu atténué quand même par le tirage du lendemain, quand on a su que c'était Paris qui se serait profilé en demi-finale. Ouais. Mais sinon c'est vrai que la déception était quand même très, très grande. Ouais. Maël. Moi je pense que c'est assez comparable à ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, je pense à Leverkusen, au PSV, en fait on les attendait pas. Ils étaient petits face aux gros. Et au final, ils ont créé l'exploit à chaque fois, quoi. Ils ont fait quelque chose. Et là, en fait, on les attendait, ils étaient favoris. C'est en ça que c'est une désillusion. C'est que c'était peut-être l'un des rares matchs de coupe ces dernières années où ils étaient le favori à domicile, le gros qu'on attendait et qui devait passer, quoi. Est-ce que vous diriez quelque part, pardon Non, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant l'émission, et la déception était d'autant plus violente que là, on était sur un quart de finale. L'élimination, elle serait survenue une semaine plus tôt, à 3 par exemple. On serait dit, de toute façon, ils ne peuvent pas jouer sur tous les tableaux. C'est pas un club de Coupe de France. Même en 32e. Là, il y avait le côté quart de finale, Ligue 2. Je ne vais pas reprendre tous les éléments qu'a expliqué Franck, mais c'est vrai qu'il y avait tout ça. On rigolait là, on en rigolait, c'était quand, en janvier ou fin décembre plutôt, quand on disait qu'en 32e, il fallait bazarder la coupe. On en rigolait à ce moment-là. Et évidemment qu'il aurait fallu bazarder la coupe, entre guillemets, à ce moment-là, par rapport aux 2 autres compétitions à jouer. Mais là, aujourd'hui, quand tu joues un quart de finale à Francis Leblay en ayant mené 2-0, comme disait Franck, c'est plus qu'une désillusion. C'est vraiment, il touchait du doigt la demi-finale. Et même si tu reçois Paris en demi, Paris, ils sont engagés dans la Ligue des Champions. Derrière, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu es en demi-finale à Francis Leblay. Et puis surtout, c'était un record. Pour celui de vous trois qui a vu les matchs, Franck peut-être, est-ce que tu dirais que Brest a été battu dans l'envie ou est-ce qu'il y a eu un peu de suffisance au cours de cette rencontre de la part de certains joueurs? C'est toujours compliqué de parler de suffisance. Moi, ce que j'ai pu remarquer, là, j'étais pas match devant la télé, mais c'est effectivement, dès qu'ils ont pris ce but, ils se sont arrêtés. On n'a plus du tout connu ce Stade brestois. C'est peut-être, oui, comme je vous reviens toujours à peu près aux 2 ans d'Éric Roy, c'est la première fois que je voyais ça. Effectivement, une équipe complètement désemparée, il n'y avait plus rien.
Alors, est-ce que c'est physique? Je ne crois pas, puisqu'ils ont pu montrer après à Strasbourg qu'ils étaient capables de rivaliser sur ce plan-là, et puisqu'ils avaient même fini plus fort que le Racing, et ils étaient tout proches de l'emporter. Comme si, ouais, peut-être après la claque du 7-0 à Paris, ça faisait beaucoup, comme si voilà, ils n'ont pas su trouver les réponses. Hein. Un petit coup, je ne sais pas si c'est moral, plutôt mental. La suffisance, je ne crois pas. Enfin, c'est toujours difficile à définir, mais oui, c'était un drôle de sentiment. Même si moi je trouve que même à 2-0 c'était très cher payé, puisque sur la première mi-temps vous n'êtes pas exceptionnel, et puis faut pas oublier que quelques minutes avant de marquer le deuxième but là, sur corner, c'est Dunkerque qui est tout près d'égaliser il y a une tête sur la barre, donc on est plus proche du 1 partout à ce moment-là que du 2-0, et puis après l'histoire est en marche, et Dunkerque inexorablement vous passe devant et est meilleur que vous. Mais peut-être que tout simplement aussi, et ça c'est humain, et c'est qu'à 2-0 ils ont cru que c'était fait, quoi. Il y a peut-être de ça aussi, que tout simplement ils ont cru que c'était fait, que parce que Brest est devenu une équipe à qui beaucoup de choses sourient cette saison et la saison dernière, ils mènent 2-0, ils ont fait le job sans se forcer, enfin sans faire un grand match, mais ils ont fait le job. Il y a le poteau d'Ajorc effectivement, et peut-être qu'ils ont cru que c'était fini. Enfin, que c'était 3 buts sur coup de pied arrêté en 20 minutes, c'est rarement vu quand même. Mais après, c'est ce que Eric Roy expliquait après la rencontre, et c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, on a l'impression qu'ils sont quand même poursuivis qu'ils sont protégés par une belle étoile. Et que là, pour une fois depuis très longtemps, ça s'est retourné contre eux, et c'est vrai que ça fait très drôle. Ouais. Et c'est con que ce soit dans ce match-là, parce qu'à la limite, encore une fois, il y avait et encore une fois, la saison elle sera belle, quoi qu'il arrive, elle sera belle cette saison. Mais il y avait un petit truc, il y avait une petite cerise à aller gratter là sur la fin de saison, d'avoir un truc sympa, quoi. Et je pense que tout le boulot d'Éric Roy justement, et celui-là, c'est ce qu'il a essayé de faire dès vendredi, c'est de mettre des choses en perspective. Parce qu'on l'avait vu très abattu un mercredi soir en conf de presse. Il y a eu un c'est vrai qu'à chaud, la déception, elle est énorme, parce que voilà. Mais dès vendredi, on sent qu'il a repris du poil de la bête, et qu'il a à cœur justement de remettre les choses dans leur contexte. Ça reste ils sont toujours au contact pour une qualification européenne. Ils sont sortis de la phase de Ligue en Ligue des Champions. Ils ont égalé le record du club en Coupe de France, là où en début de saison, en gros, beaucoup leur promettaient l'enfer, parce qu'ils étaient préparés à rien de tout ça. Remettre les choses dans leur contexte, c'est pas inutile non plus. Et c'est le rôle de Roy en ce moment. Ouais. En fait, en début de saison, c'était pas grave. En fait, en gros, la saison, elle est réussie par rapport aux objectifs de début de saison. Elle sera réussie, quoi qu'il arrive, même s'ils finissent 12e, 13e, la saison, elle sera réussie. Ils seront maintenus et ils auront fait un beau parcours en Ligue des Champions et quart de finale de Coupe de France. Mais là, en fait, par rapport à l'instant T, ce qu'on en voit, on en veut toujours plus, et c'est normal. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'elle reste excitante cette saison. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en Ligue des Champions, ils sont plus en Coupe de France. Il reste encore 10 matchs et ils sont à 2 points d'avoir validé leur maintien. Je veux dire, il y a encore quelque chose de très, très excitant à aller chercher. Très excitant, je sais pas. Excitant, oui, mais... Franck voulait dire un mot. Oui, c'était alors juste pour revenir vraiment sur le match, qui était intéressant aussi, puisqu'il a été interrogé là-dessus en Coupe de France, sur son coaching. Alors évidemment, quand ça marche, voilà, on le souligne. Là, ça n'a pas fonctionné. Alors, bon, il l'a fait X fois, des changements à l'heure de jeu, et là, mais le fait de sortir à la fois Camara et Magnetti, c'est vrai que son milieu de terrain s'est complètement désagrégé. Les entrées n'ont pas été du tout performantes. Et à l'arrivée, c'est pas tout, mais c'est vrai que là, quand vous perdez un petit peu l'ascendant dans le cœur du jeu, ça devient tout de suite plus compliqué. Et ce fameux milieu, ce fameux trio qui a fait le bonheur de Brest la saison dernière, Lesmelou, Magnetti, Camara, je pense que c'est sur celui-ci qu'il va falloir s'appuyer sur cette fin de saison, même si c'était le cas, et ça n'a pas vraiment non plus porté ses fruits à Lyon. Mais globalement, je pense que voilà, maintenant vous en parliez là sur le plateau, il y aura beaucoup moins de matchs, donc certainement beaucoup moins peut-être de changements à faire, en espérant que toute l'équipe soit là, et il va peut-être falloir dégager entre guillemets une équipe un peu type comme la saison dernière pour aller chercher un éventuel strapontin européen. Je suis quand même moyennement d'accord sur l'histoire du choix d'Éric Roy d'avoir sorti Magnetti et Camara à l'heure de jeu. C'est un choix qui s'est imposé. Ils sont en 2-0. Ils mènent 2-0, ils sont en quart de... Enfin, voilà, et puis il fait rentrer Edmilson, Fernandez et Martin, qui sont pas non plus... je veux dire, c'est deux joueurs qui sont censés tenir ce rôle-là sur une demi-heure. Enfin, c'est deux joueurs qui sont capables de participer à protéger ce score-là. Effectivement, moi j'ai moins été choqué par les choix qu'il a fait. Enfin, choqué entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais j'ai moins été étonné par les choix qu'il a fait en cours de match contre Dunkerque. Avec 2-0, encore une fois, on peut se dire c'est fait. Il connaît les mecs qui fait entrer aussi derrière, que la compo qu'il avait faite contre le PSG en match retour de Ligue des Champions. Enfin, pour moi, celle-là, elle était à côté. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais pour le coup, elle est à côté. Eh bien, écoutez, on ne changera pas grand-chose à tout cela. On va passer à notre second débat du jour.
avec le timing, on sait ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'Ordo-Serre Marseille. Donc le timing n'était pas bon pour que les coachs dégoupillent ou que les présidents dégoupillent. Et là, pour le coup, en fait, on ne comprend pas en plus pourquoi ils dégoupillent comme ça. En fait, c'est la force de la réaction. Qu'à la limite, ils ne soient pas d'accord sur le moment que... Surtout qu'il va finalement avoir la décision de l'arbitre. Il va avoir la décision, elle lui est favorable au final, quoi. Au final, ouais. Ça rend la situation encore plus ridicule, hein, ça, clairement. Paolo Fonseca sera entendu par la commission de discipline mercredi. Franck, pour ce type de comportement, ça peut aller loin. Ça peut aller jusqu'à 7 mois de suspension. Ça peut aller effectivement jusqu'à 7 mois de suspension. Encore une fois, on ne va pas préjuger, c'est pas notre rôle, mais bon, ça serait pas non plus scandaleux. On verra un peu son axe de défense. Je vois pas trop comment, parce qu'il pourra avancer effectivement. Vous l'avez dit, même si rien n'excuse un tel geste, a fortiori quand vous menez, quand le VAR va vous donner une décision favorable. Alors après, on se souvient que c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement nerveux. Alors il prend c'est un carton rouge direct, mais en première mi-temps, il prend un carton jaune déjà. Quelque chose d'assez anodin. Pour ceux qui s'en souviennent, quand il a été viré du Milan, il s'en va son dernier match sur une expulsion. Et pour les Brestois, pour ceux qui s'en souviennent, en février 2023, j'étais au match, ça avait été très tendu, une fin de match très tendue. Alors il n'y avait pas que lui à l'époque, il y avait aussi des dirigeants lillois, mais ça s'était terminé avec Fonseca dans la zone de Roy et entre les deux. Alors je dis pas que l'un avait été plus intelligent que l'autre, mais ça avait déjà été très tendu. Donc c'est quelqu'un qui a un casier, qui a un passif, et ça va pas arranger dans le contexte. Et si on ne le voyait déjà plus pratiquement cette saison, puisqu'il reste une dizaine de matchs, en tous les cas, personnellement, ça ne me choquerait pas. Je disais qu'Adil, ils avaient littéralement failli en venir aux mains. Oui, ça avait été très très tendu. Pour en revenir au match, je me tourne vers toi, Thierry, tu étais sur place. Brest peut nourrir pas mal de regrets. Alors oui et non. Oui, parce qu'ils ont les occasions, effectivement, on va en parler de certaines lacunes offensives. Voilà, ils ont des situations qu'ils n'arrivent pas à concrétiser et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas évidemment. Et d'un autre côté, moi j'ai trouvé leur performance presque rassurante au vu de la semaine qu'ils venaient de vivre, voilà, du traumatisme. Je veux dire, les mots qui ont été utilisés post-élimination de Dunkerque, ils étaient quand même très, très forts. On parlait de deuil, de traumatisme. C'était quand même le contexte de ce match. Et dans le contenu, ils ont vraiment proposé quelque chose de très intéressant. Ils ont montré des valeurs qui étaient les leurs jusque-là. Et au final, alors c'est toujours ridicule de parler de défaites encourageantes, mais il y avait un côté un peu comme ça, même s'il y avait clairement quelque chose à ramener de ce match. Pour rebondir sur ce que tu dis, on va entendre les réactions d'Abdallah, Sima et Éric Groix après la rencontre. C'était un match difficile et je pense qu'on pouvait le gagner en premier mi-temps. On a eu pas mal d'occasions. C'est un match qu'on devait gagner, mais si tu ne marques pas contre des équipes comme ça, après, ça peut cacher. Surtout nous, les attaquants, on a eu pas mal d'occasions quand même. Là on ne peut rien dire. C'est à nous aussi d'être efficaces devant. Le plan de jeu était bon, les intentions étaient bonnes, l'état d'esprit était bon également. Ça nous a permis de créer beaucoup de situations. Malheureusement, on n'a pas eu l'efficacité offensive qu'ont eu les Lyonnais et on n'a pas eu également d'efficacité défensive parce qu'on va dire que la Casette nous marque 2 buts avec pas grand-chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais c'est la réalité du foot de haut niveau. Vas-y. Non, vas-y, Maël. Non, sur le pas grand-chose, parce que je veux rebondir sur le pas grand-chose d'Éric Roy sur le deuxième. Il parle du deuxième. Parce que le deuxième but, les deux défenseurs centraux sont pris par l'appel de la Casette. Il y en a un qui couvre le premier poteau et l'autre qui couvre le point de pénalty. C'est dommage, quoi, qu'il n'y ait pas plus de communication. Ils peuvent pas se faire prendre comme ça, quoi. Et il la met bien aussi, quoi. Et puis la Casette, le déplacement de la Casette, il faut le regarder du début jusqu'à la fin. C'est un déplacement d'attaquant international. On est d'accord. Mais on voit aussi que on a une charnière qui a été très bonne en Ligue des Champions, mais qui, pour le coup, là, sur ce coup-là, il se parle pas assez, je trouve. Au-delà de Ludovic Ajorc, c'est 10 buts en Ligue 1 cette saison, y a-t-il trop de lacunes offensives dans cette équipe ? On était dithyrambique en début de saison. On disait qu'il y avait 2 attaques presque. Je me rappelle quand on avait fait le top flop. Tu te rappelles, on avait mis finalement on peut presque faire 2 attaques qui tiennent la route. Et au final aujourd'hui, tu mets Ajorc qui est l'indiscutable attaquant de cette équipe. Et puis sinon, c'est des joueurs qui sont sur courant alternatif, en fait, branchés sur courant alternatif, qui ont des très bonnes périodes. Fèvre a eu un moment, ça allait mieux. Del Castillo, c'est un peu plus compliqué cette année. Sima et Baldé avaient bien démarré, et puis là, et notamment en Ligue des Champions, on avait vu Sima, et là, on voit que c'est plus compliqué. C'est ça, en fait, c'est qu'ils ont des périodes, et c'est plus décevant. Là, sur la durée, c'est plus décevant, ouais. Et Franck, est-ce que la dépendance, justement, à Ludo Ajorc, elle n'est pas presque trop forte aujourd'hui ? C'est-à-dire que quand il n'est pas là, ça se voit. T'en penses quoi ? Mais même
Je dirais que c'est même plus quand il est là. Quand il est là, que ça se voit. À la limite plus encore. Mais oui. Je vais pas dire que c'est limite de l'effectif, mais parce que c'est des joueurs comme ça, c'est très compliqué à trouver. Et là, c'est un super bon coup, même si on connaissait un autre super bon coup de Greg Lorenzi. C'est vrai que ce profil-là, il est très atypique. Et dans votre effectif, c'est pratiquement le seul poste que vous n'avez pas doublé. Alors, vous l'avez doublé ou triplé ou quadruplé avec d'autres attaquants, mais avec d'autres profils. Donc ce profil-là, vous l'avez pas. En plus, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement efficace. Et tu parlais d'un manque de réalisme. Pour moi, c'est pas du réalisme. Au bout d'un moment, c'est de l'efficacité. Quand vous regardez les statistiques de tous les attaquants, alors je me suis amusé à regarder, à l'exception de parle-en en même temps, on va les montrer à l'antenne. Vas-y, on va les commenter ensemble. Voilà, donc à l'exception de Del Castillo qui a mis 5 buts, donc quelques pénaltys. Si vous prenez les autres offensifs que sont Baldé, que sont Salah, que sont Sima, que sont Pereira Lage, que sont Doumbia et que sont Fèvre, donc tous les autres offensifs, ces 6-là sont à 10 buts, soit autant que Ajorc. Effectivement, vous ajoutez Del Castillo, mais ça fait un petit moment qu'il n'est pas en très grande forme. Et effectivement, je regardais aussi que depuis mi-décembre, il n'y a pas d'attaquant qui a marqué. Donc ça commence à être problématique. Sima, ses 3 buts en Ligue des Champions au tout début de la campagne, on en parlait, ses 3 buts aussi en championnat, dont un doublé en mois de décembre contre Nantes. Mais c'est nettement insuffisant. Alors c'est des joueurs qui ont d'autres qualités, de vitesse, de puissance, qui remuent des défenses. Baldé, c'est un autre. Tu penses à Baldé, Sima par exemple? Oui, exactement. Baldé aussi, je trouve un peu plus technique quand même, capable de faire des. Il a failli marquer le but de l'année. Bon, ça s'est joué à quelques centimètres, mais bon, ça aurait été superbe. Mais dans ses stats, ça aurait été qu'un 3e but aussi. Hein. C'est quand même. C'est la déception, Baldé, je trouve. Baldé, c'est la déception parce que je pense qu'il pourrait, avec quelques stats en plus, enfin quelques buts en plus, ce serait un vrai complément d'Ajorc avec lui ou même pour le remplacer. Il n'y a rien à dire sur son activité. Sur son activité, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que 2 buts pour un avant-centre, parce qu'il entre beaucoup, même s'il n'est pas toujours titulaire. C'est un attaquant qui entre beaucoup, qui joue beaucoup, et je trouve que là, c'est décevant. Lui, c'est peut-être mon bémol. Il a montré sur certains matchs qu'il était capable d'apporter. Je pense notamment à Salzbourg, c'était spectaculaire, quoi. Et puis il joue pour moi contre Toulouse, là, le fameux match où Roy fait 9 changements. Il est titulaire, il met un joli but contre Toulouse de mémoire. Il met un joli but, enfin un vrai but d'attaquant. On se dit tiens, c'est pas mal Baldé. On va avoir Baldé pour suppléer à Ajorc, c'est pas mal. Et au final, le compte y est pas aujourd'hui. Après sur le rendement offensif, on se rend compte. Pardon Franck, on se rend compte aussi que l'année dernière, il y avait un milieu de terrain qui était beaucoup plus prolifique que cette année. Madi Camara, il en avait mis beaucoup plus. Pierre Lesmelou aussi. Et où on en revient peut-être aussi à la saison de Pierre Lesmelou. Je ne sais pas dans quelle mesure tout ça, ça part pas aussi de l'arrière. Je sais pas. On constate en tout cas que le milieu de terrain cette année est offensivement beaucoup moins performant que ce qu'il était l'année dernière aussi. Et Brest reste malgré tout là, quand même la 8e attaque du championnat. C'est 36 buts inscrits en 24 journées, 1,5 buts par match. Enfin, c'est loin d'être déconnant. On s'interroge plutôt sur le rendement vraiment des offensifs. Avec une moyenne en chute libre sur la séquence de janvier-février. Ouais. L'absence de Del Castillo, enfin l'absence à la fois ses blessures et sa saison beaucoup plus moyenne ou beaucoup plus quelconque font aussi, je pense que Brest en est là aussi. C'est vraiment, l'année dernière, c'était un joueur, rappelez-vous le nombre de ballons qu'il dépose. Il était capable de partir extérieur, de rentrer intérieur, de donner un bon ballon. On n'a pas ça cette année, quoi. Clairement. Franck, on t'a coupé. J'étais prêt à dire une bêtise, mais je vais la dire quand même. Que Del Castillo, c'était quand même l'homme des coups de pied arrêtés et qui manquait. Sauf que Brest est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coups de pied arrêtés. Donc ma démonstration ne tient pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il aurait apporté quand même, au-delà de ces coups de pied arrêtés. Ouais. Brest serait peut-être à 20 buts sur coups de pied arrêtés aujourd'hui. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que le Del Castillo de l'année dernière, ce n'est que l'ombre de lui-même pour différentes raisons. Il a des pépins physiques en début de saison, et là il y a une blessure qui l'a complètement arrêté, et c'est vrai que des joueurs de côté, c'est beaucoup plus compliqué à trouver aussi. Je parlais de profil un peu atypique. Effectivement, il y a un Romain Fèvre qui est un peu dans ce profil-là, mais lui comme les autres, c'est beaucoup trop irrégulier. C'est-à-dire que pour chaque joueur, on va être capable de sortir un but ou un match, mais on en est déjà, je sais plus, 24e journée, et vous rajoutez match de coupe, c'est-à-dire que on est 38 matchs. Et voilà, pour chaque attaquant, on va trouver un but ou un match, ce qui est quand même beaucoup trop insuffisant, quoi. Allez, tout de suite, il nous reste 5 minutes pour notre dernier débat du jour.
Angers, Reims et Toulouse, 3 matchs pour croire à l'Europe. C'est le thème de notre dernier débat. Alors, Éric Groy parlait de matchs charnières avant le match de Lyon. On va tout de suite voir les conséquences de cette défaite au classement. Brest qui descend rétrograde à la 10e place à égalité de points avec Toulouse et Lens. Lyon, 6e, est désormais à 6 points. Strasbourg, 7e à 4 points. Brest reste malgré tout bien placé, non ? Moi, je continue de dire qu'il y a quelque chose de très excitant à jouer cette saison, effectivement, sachant que j'ai regardé le calendrier de Strasbourg tout à l'heure, ils ont un calendrier qui est tout sauf évident, qu'on peut partir de l'idée que la 7e place, elle sera qualificative pour une place européenne. Effectivement, là, il y a l'enchaînement de Angers, Reims, Toulouse, qui sont 3 matchs à la portée de ce club. Non, elle n'est pas finie cette saison. Non. Mais il ne faut pas se rater sur ces 3 matchs, quoi. À commencer par Angers, t'as pas le choix. Il faut prendre des points contre Angers et 3 de préférence parce que c'est une équipe à ta portée. Enfin, Brest s'était incliné à 2-0 à Raymond Kopa. C'était début janvier à la reprise. Enfin, je me trompe, Franck, mais sur le papier, il y a pas photo quand même par rapport à cette équipe d'Angers. C'est une équipe d'Angers qui a pas fait un gros 4-0 week-end, clairement, mais qui s'est quand même bien rebecté. D'ailleurs, sa montée en puissance, on peut la dater d'ailleurs de ce début d'année, et notamment de ce match contre Brest qui était extrêmement important pour eux. Ils étaient tout en bas, ils l'ont gagné et ça les a reboostés. Et c'est pas une mauvaise équipe. Alors quand vous regardez l'effectif, effectivement, c'est pas celui du Stade Brestois, mais il faut vraiment s'en méfier. Maël le disait, il faut 3 points là, mais il faut aussi 3 points à Reims la semaine d'après, avant de partir quelques jours à la trêve internationale, puisqu'après vous revenez sur un déplacement à Toulouse. Et Toulouse, aujourd'hui, c'est un vrai candidat à la place que vous chassez également. Il y a quand même un petit trou qui a été fait, donc c'est pas évident. Et puisque Thierry parlait de calendrier, je regardais aussi sur 4 des 3 derniers matchs, vous avez un déplacement à Marseille, un déplacement à Nice, pour finir, et aussi la réception de Lille. Alors, je crois que vous avez Montpellier, qui a priori pourrait être plus abordable, évidemment, mais vous avez quand même 3 gros matchs dans les 4 dernières journées. D'où l'intitulé du débat, justement, Franck. C'est-à-dire que ces 3 matchs... Les points, il faut les prendre maintenant, effectivement. Pour croire à l'Europe, toujours la 7e place, juste pour rappeler ce que Thierry le disait, mais en fait, si Paris gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative pour les barrages. Alors, je ne sais plus si c'est au préliminaire ou barrage de Ligue Europa Conférence. C'est barrage, je crois. Je crois que c'est barrage de Ligue Europa Conférence, ce qui serait déjà très bien pour Brest, de refaire une Coupe d'Europe une 2e saison de suite. Mais pour moi, ils peuvent sauter Lens sans trop de problèmes. Lens continue à dévisser, même si ça avait l'air d'être mieux ce week-end. Et puis, il y aura un match, une confrontation directe avec Toulouse. Et là, tu joues Angers-Reims. Si tu prends 6 points contre Angers-Reims, encore une fois, c'est le papier. On sait très bien qu'il faut les jouer les matchs après derrière. Mais tu prends 6 points derrière, elle redevient excitante la saison. Moi, j'attends de voir maintenant là, si elle va l'être. Avant de conclure, il va y avoir une transition assez brutale maintenant. Vous en parlez dans le Télégramme, de 15 matchs joués. Là, en 2 mois, Brest va jouer désormais 10 rencontres d'ici au 18 mai. Je crois que c'est le dernier match contre Nice. Est-ce qu'on peut craindre, pour finir, une forme de décompression peut-être aussi ? Alors, peut-être, sachant que ce calendrier là, va déjà leur permettre de se remplumer, parce que, mine de rien, ils ont une infirmerie qui est quand même toujours très bien remplie. On a vu que hier à Lyon, Roy attend la 80e pour faire 2 changements, ce qui est vraiment pas du tout dans ses habitudes, et il le fait parce qu'il a vraiment pas d'autre choix. Donc déjà se remplumer, et puis après on va voir effectivement les conséquences que ça pourrait avoir d'un point de vue approche mentale. Ouais. Et puis, il y a ça. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui jouent leur fin de saison aussi. Il y a des joueurs peut-être qui aspirent à autre chose la saison prochaine. C'est le temps de c'est le moment de surtout pas se rater. Moi, je pense à Mady Camara. Je continue à penser que c'est le joueur, à mon